Ouais, mais t'as des start-upers maintenant qui refusent d'aller dans certaines grandes boîtes s'ils ont pas leur Mac. Et Camille, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais ici aux États-Unis, les entreprises n'achètent plus les ordinateurs de leurs employés. Hein. C'est fini, hein, ça. Tu viens avec ton ordi. Hein. Mais dans les grands groupes, c'est encore. Mais si t'as décidé d'aller travailler dans un grand groupe, c'est que t'as décidé que ta vie serait misérable. Donc c'est normal que t'en chies, quoi, en fait. Hola amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et chaque semaine, je décode avec mes potes l'actualité caliente de la Silicon Valley. Alors cette semaine dans Silicon Valley, je vous demande d'accueillir un invité. C'est Valentin Auvinet. Valentin, il travaille chez Decathlon, qui vient de sortir une application révolutionnaire sur la Vision Pro. Et je lui ai demandé de venir nous en parler, même s'il est sous NDA, donc il pourra pas dire tout ce qu'on voudrait, mais il a quelques trucs à nous raconter, donc c'est pour ça qu'il est dans Silicon Carnet avec nous cette semaine. Mon deuxième invité, vous l'avez découvert la semaine dernière dans Silicon Carnet, mais c'est un vieux de la vieille, Rodrigo El Macho. Il est de retour cette semaine dans Silicon Carnet. Et puis elle, vous la connaissez, c'est une habituée de Silicon Carnet. La daronne est de retour, Camille Lambert. Elle est rentrée du CES, et ça y est, elle est plus jet-laguée. Et elle est à nouveau dans Silicon Carnet cette semaine. Salut Camille. Bon, l'actualité, bien évidemment, c'est le lancement de l'Apple Vision Pro. Ça y est, elle est disponible ici aux États-Unis et on a vu fleurir pendant tout le week-end tout un tas de vidéos. Les premiers propriétaires se sont filmés. Ce qui montre, Rodrigo, et toi, t'as eu un podcast sur ce sujet-là avec On refait le Mac. T'as fait ça pendant. Mais la marque Apple est toujours aussi puissante. Elle est capable de transformer les fanboys and girls, mais c'est plutôt des boys, hein, d'ailleurs on peut en parler, hein. C'est beaucoup de vidéos avec des mecs, j'ai pas encore vu de vidéos avec des filles. Moi j'étais surpris par la rapidité de l'émergence en fait de toutes ces vidéos, en montrant ces propriétaires qui se montraient avec plein de cas d'usage, plein de cas d'usage très particuliers. On va en montrer plein, des trucs qui sont complètement fucked up et puis d'autres trucs qui sont vachement intéressants. Valentin, donc vous avez fait un deal avec Apple. Félicitations, parce que je pense qu'il y a pas d'autre marque française qui a réussi à faire un deal pareil avec Apple. Dans la limite de ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Comment ça s'est passé, ce deal avec Apple? On est la seule marque française qui a été citée dans le communiqué de presse, effectivement, au lancement. Donc ça, on était plutôt contents. Et tu disais qu'il n'y a pas eu beaucoup de filles qui en ont parlé. Il y a un super reportage d'une journaliste du Wall Street Journal que je vous conseille de voir, qui est allée au ski avec son Apple Vision. Mais super intéressant. Et Kazenestat aussi, qui a fait un super truc à New York avec son masque. Non, c'est pas une fille, en effet. Mais c'est un autre beau reportage que je conseille à regarder. Alors, comment ça s'est passé? En fait, c'est que... alors, on a de la chance chez nous, chez Decathlon, on a un gars qui s'appelle Baptiste, qui est évangéliste Apple chez nous et qui suit toutes les nouveautés. Il est responsable de l'app iPhone et donc il a lui-même des contacts privilégiés avec la marque. Et quand il a vu la sortie de l'Apple Vision Pro, il a eu l'occasion d'être invité à Londres pour aller l'essayer. Et c'est à partir de ce moment-là, on a dit il faut vraiment faire un truc. Et donc là, une petite équipe s'est formée pour travailler avec les SDK qui étaient disponibles au grand public, pour faire une app, et donc on a commencé à coder une app et on l'a publié une semaine, on l'a envoyé en publication une semaine avant le lancement. Et là, on a eu la joie d'être acceptés. Ils nous ont contactés et on a pu avoir des petits échanges. Et en effet, on a été dans le communiqué de presse. Et ça, c'était une super nouvelle. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez accès au SDK par votre relation privilégiée à Apple. C'était ouvert à tout le monde. Et ça, c'était le SDK qui était ouvert à tout le monde. Et donc, vous avez développé dans votre coin sans le support de Apple ni quoi que ce soit particulier. Vous leur avez soumis le truc comme on soumettrait une app à l'App Store. Et une semaine avant le lancement, ils vous ont dit « Ah ben vous faites partie du lancement, du launch ». Alors on a eu quelques échanges avec eux, notamment Baptiste à Londres qui pouvait leur montrer des choses où on en était.
Et après c'est eux qui ont décidé de dire bah votre app elle est cool, vous êtes une des seules qui faites du e-commerce, donc ça vaut le coup d'en parler quoi. Bon bah écoute, félicitations, cocorico, comme dit Rodrigo en secouant le drapeau français, on est fiers de vous, bravo. Et Cocorico aux US en plus, hein, parce que c'est pour l'e-commerce aux US. Ah tout à fait. En fait, on est connecté directement au site US parce que le masque est dispo qu'aux US, donc on n'allait pas faire des commandes pour la France. Donc on est connecté à 100% du catalogue de Decathlon.com pour être disponible et avec le paiement intégré avec l'œil où on fait un clin d'œil pour payer. Et ça c'est plutôt cool parce on que fait un clin d'œil pour payer, c'est ça? Ouais, c'est Optic ID. On fait t'as Apple Pay et que t'actives avec ton œil. Ouais, donc c'est plutôt. T'as pas intérêt à faire trop de clin d'œil parce que tu risques d'acheter tout le catalogue de Decathlon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le mec qui a des tics, quoi, en fait, il va se retrouver avec un panier hyper chargé, quoi, en fait. Faut faire attention. Non, tu dois d'abord présélectionner avec ton pinch là, et après c'est comme à l'époque de l'empreinte digitale où tu mettais ton doigt sur ton téléphone. Rodrigo, toi qui connais bien ce monde de Mac, là, le lancement de l'Apple Vision Pro, c'est un succès pour Apple? Écoute, j'ai fait comme toi, j'ai regardé ce week-end de gens de toutes les couleurs essayer l'Apple Vision Pro. Ils ont tous dit, ils sont allés au magasin, il n'y avait pas la queue. Et c'était facile d'en acheter et il y avait du stock. Conclusion, non, c'est pas un succès ce lancement. C'est un super succès pour la marque Apple, et encore une fois, c'est la première marque au monde. Tout le monde y va, tout le monde va voir, mais pour acheter, c'est quand même un gadget qui coûte très très cher et qui a pas une très grande utilité encore dans sa vie. Ça vaut 3500$. Hein. N'oublie pas que tout était précommandé, en fait. T'avais pris un rendez-vous avant. Donc, en fait, ils se sont arrangés pas pour que c'est ce qu'ils disent. Pas que. Il y a plein de gens qui sont allés et sans rendez-vous, il y avait du stock dans les magasins. Quelque chose qu'ils feraient assez régulièrement. Mais non, pas un gros succès, là. Ou alors, Apple a amélioré son manufacturing, a été capable d'avoir du stock en avance. Bah, tu sais, l'annonce a été fait en juin au WWDC. Donc, il y a 7 mois, quand même. Il y a le temps de... Il y a eu faire le temps tourner de produire. les bateaux, ouais. Il y a quand même 200 000 cases vendues, et en effet, moi les préventes, nous on en a commandé aussi, hein, et on avait 3-4 jours de délai, donc on s'est pas pointé plus tôt, parce que en fait t'avais même un slot à respecter, et donc je pense qu'ils ont plutôt étalé, et c'était dispo dans tous les Apple Store aussi, donc il y avait aussi Ouais, mais c'est intéressant ce que dit Rodrigo, c'est-à-dire que Apple n'a pas voulu, ou n'a pas pu, on saura pas, mais ce que Rodrigo semble dire, c'est qu'il n'a pas pu jouer le jeu de cette image de gens qui font la queue devant le store. Mais ils voulaient pas, parce que ils te disent que quand tu prends ton Apple Vision Pro, t'as une démo d'une demi-heure du mec. Et en fait, en plus, t'as des gens qui ont des prescriptions, donc fallait arriver avec des prescriptions médicales pour avoir un certain type de verre quand tu portes des lunettes. Par exemple, votre cas, tous les trois, vous auriez forcément dû prendre l'option, je sais pas si toi t'as l'option vert, Valentin, sur les tiens. Alors, moi je suis obligé d'avoir l'option vert de Zeiss, et par contre la problématique c'est qu'il faut des prescriptions américaines pour les avoir, donc c'est bien galère. Par contre si t'es astigmate, les readers, tu peux t'as le +1, +2, +3 que tu peux avoir directement, que tu peux commander. Par contre si t'es myope, en effet il faut passer la commande avec une prescription américaine. Bon, préciser, ce qu'ils cherchent, c'est le eye tracking. C'est pour ça qu'ils passent au 100 ans pour vérifier bien que c'est bien ajusté. Ça marche pas avec les lunettes et il faut les verres Zeiss en effet pour ceux qui ont besoin de lunettes. Ouais, donc il y a quand même un peu de onboarding, un peu compliqué quand même, et donc c'est pas un truc que tu peux acheter comme un kilo de carottes. On va rappeler quand même. Ça vaut plus qu'un kilo de carottes. On va rappeler quand même ce qu'est la Vision Pro pour ceux qui nous écoutent et qui vivraient dans une caverne et qui n'ont pas encore découvert ce produit absolument génial que je montre ici à l'écran. Donc Apple veut pas qu'on parle de casque. Hein. Il s'agit pas d'un casque de réalité virtuelle, même si faut avouer que ça ressemble quand même vachement à un casque de réalité virtuelle ou à des lunettes de ski. Pour Apple, c'est un ordinateur qu'on accroche à sa tête et que c'est ce qu'ils appellent le spatial computing et qui va englober l'espace qui nous entoure, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ça va placer tout un tas de trucs dans votre champ de vision. Vous allez pouvoir regarder un film, travailler ou faire les deux en même temps d'ailleurs. Et c'est assez bluffant. Alors de nous quatre, je suppose Valentin que tu es le seul à l'avoir essayé. Ce côté bluffant, tu confirmes, t'as eu un wow effect en l'utilisant? Alors moi la VR, ça fait un moment qu'on bosse dessus, on a lancé des trucs sur les Quest et compagnie.
quand je l'ai mis pour la première fois, t'as un vrai changement par la qualité graphique des écrans en fait. C'était ce que je disais, un pixel, c'est la taille d'un globule rouge. Donc pour te dire, il y a un écran 4K dans un timbre poste sur chaque œil et c'est extrêmement net. 64 pixels pour un pixel méta. Exactement ce qu'on n'avait jamais vu sur les méta, les Quest et Pro ou 3. Et moi, c'était vraiment ça, le truc en disant, quand tu te mets en mode vidéo, bah c'est vrai, t'as vraiment cette notion de dire, c'est vraiment ce que je vois, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui moi m'a fait waouh. Et après tu découvres les interfaces. L'interface elle est juste magique, le contrôle avec les yeux. Et moi ça me fait un peu penser au moment de l'iPhone 1 qui est arrivé, tu vois, l'iPhone 1 il avait pas de avait pas de GPS, il y avait pas d'app, il y avait pas d'App Store. Par contre exactement, mais la navigation, le multitouch, il était déjà là et c'était ça en fait qu'il fallait retenir. Et là aujourd'hui le Vision Pro, moi ce que je retiens c'est la navigation via la vue avec le petit pinch et la qualité du rendu graphique, c'est juste incroyable. Et donc je pense que c'est un vrai objet qui va servir au divertissement dans un premier temps. C'est un peu un desktop en fait, c'est ton ordi de chez toi. Dans aucune pub de Apple, tu le vois un mec dans la rue avec son Vision Pro. Et donc faut vraiment se dire voilà, c'est un desktop, tu vas t'en servir chez toi ou dans l'avion. L'avion c'est un super cas d'usage, ils ont sorti une pub d'ailleurs spécialement dédiée à l'avion là il y a 2 jours. Qu'on montre là et elle est super cette pub. Et c'est vrai que quand tu voyages un peu, tu te dis bah ouais, il me faut ça. C'est fini l'écran devant du siège, tu vois. Et moi j'adore sur le truc desktop, tu vois quelqu'un qui est dans une maison et qui a pinché sur son frigo la liste de courses. Oui, en fait, il laisse les écrans. Ouais. Et ça c'est extraordinaire aussi comme c'est pas un usage que j'aurais imaginé, mais c'est vrai que du coup le d'avoir 25 000 iPads dans chaque pièce, bah t'as tu peux placer des écrans où tu veux dans la pièce, te déplacer. Et donc moi je pense que ouais on est comme l'iPhone 1. Là il va arriver l'époque je sais pas si vous vous souvenez au niveau de l'iPhone 3G où tu pouvais boire des bières, les coussins péteurs et compagnie. On risque d'avoir des apps un peu moyennes, un peu bizarres dans un premier temps avant de trouver les vrais usages, les trucs vraiment killer app. Je pense que ça viendra par la suite parce que là c'est que le début en fait quoi. Alors tu disais que Apple effectivement dans ses démos montrer un usage à la maison, pas forcément dans la rue. Pourtant, ce qu'on a vu beaucoup ce week-end, c'est justement des usages dans la rue. C'est-à-dire des gens se filment en train. Là, par exemple, je montre à l'écran ce jeune homme qui est dans le métro. On se demande ce qu'il est en train de faire, peut-être en train de faire ses devoirs. Donc les gens se sont filmés en situation dans la vie quotidienne, en train d'utiliser cet Apple Vision Pro. On voit aussi d'ailleurs que les gens autour, ont un peu rien à foutre. Ils sont pas subjugués non plus par l'usage. Ça c'est assez impressionnant. Je montre quelques cas d'usage très intéressants. Alors ça c'est très intéressant aussi. C'est le deepfake. Alors c'est encore un concept. Je pense que ça n'existe pas encore. On est d'accord. Ça n'existe pas. Ouais. Donc ça c'est un fake. C'est une démo de deepfake qui est fake, mais qui laisserait penser que, d'ailleurs, elle ne porte pas d'Apple Vision Pro, comme on le voit. Je sais pas ce que c'est que, donc c'est vraiment. Non mais elle veut motiver en fait son homme à peut-être reprendre le sport. Donc typiquement, tu vois, quand ta femme en aura marre que t'as pas assez de cheveux ou que à la place, elle te mettra Ryan Gosling, tu vois. Ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ce que m'a dit ma femme quand je lui ai montré cette vidéo. Ah, c'est super, tu peux sortir avec Ryan Gosling. Exactement, c'est le premier cas d'usage qu'elle m'a. Qu'elle a évoqué. Faut que t'apprennes la Corée maintenant. Ouais. Dirty Dancing, c'est bon. Spice it up. Ouais, spice it up. Ma femme m'a demandé un profil de Carlos. Je ne connais pas ta femme, mais ça m'intéresse de la rencontrer tout d'un coup, en fait. Moi, je suis quand même étonnée. Je pensais qu'il y aurait plus d'usage à la con, si je peux me permettre. Et je trouve que c'est quand même des trucs très pragmatiques. Tu vois, cuisiner, ranger, travailler. Pour l'instant, toi, les gens se sont tout de suite mis dans ma réalité, comment ça pourrait m'aider. Bon, les trucs à la con vont arriver, il n'y a pas de doute, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de les trouver. Je pense qu'on va trouver le premier. D'ailleurs, par exemple, Tinder a fait une démo où tu peux, au lieu de voir les profils sur ton téléphone, tu peux les voir avec du coup du pied jusqu'en haut. Tu vois, tu le vois en 3D avec là, il y a une petite démo qui tourne sur Twitter là-dessus. Alors, je sais pas si le produit existe, mais voilà, typiquement ça va arriver. Voilà, mais pour l'instant, les premiers usages qu'on a vus, contrairement à d'autres produits où tout de suite ça part dans du grand n'importe quoi, c'est quand même très très pragmatique. Alors dans la série usage à la con, il y a surtout des gens qui paraissent pour des cons quoi en fait. Donc je vous montre cette vidéo. Alors only in SF
Bien évidemment, je pense que là on est à San Francisco, mais voilà le genre de personnes qu'on commence à voir apparaître. Le pire, c'est celui qui conduit son Cybertruck ou sa Tesla. Avec son Apple Vision Pro et qui se fait arrêter quand même, c'est assez extraordinaire. Ouais. Alors je vous le montre, il est là. Je vais vous le montrer à l'écran. Alors on ne le conseille à personne, hein, mais il y a des gens effectivement qui conduisent avec leur Apple Vision Pro, ce qui est formellement interdit. Comme on le voit à l'écran, le mec se fait arrêter par les flics. Et puis alors il y en a un autre qui est vraiment très très drôle que je voudrais vous montrer. Mais moi je pense que ça c'est vraiment un fake. C'est ce mec qui sort de son Cybertruck. Vous l'avez vu celui-là? Donc le mec, moi je suis sûr que c'est faux. Ça sert à rien. Je vois pas ce qu'il fait. Oui, Toi, oui, Valentin, c'est tu qu'est-ce qu'il fait là en fait? J'ai fait un petit sondage sur Silicon Carnet pour j'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous avez prévu d'acheter une Vision Pro en 2024? Bon, il y a 44 réponses, mais à 82% à peu près, les gens ont répondu non. Pourquoi? Parce que c'est trop cher? Après, t'oublies, Carlos, que t'as posé la question à des Français on sait même pas quand est-ce qu'il arrive en France. Donc en fait, moi, typiquement, je suis une énorme geek, j'adorerais me l'acheter, mais comme j'ai pas de deadline, pour l'instant, j'attends, tu vois. Rodrigo, révolution, pas révolution, est-ce qu'on a changé d'interface définitivement avec l'introduction de cette Vision Pro qui, comme le dit Valentin, est une première version, mais est-ce que c'est un point d'inflexion? Est-ce que vraiment on est passé de la souris à la molette de l'iPod, au doigt avec l'iPhone, et puis maintenant à la vision avec l'Apple Vision Pro, il n'y aura pas de retour en arrière? Je pense qu'il y a une réponse en 2 étapes. La première, c'est qu'on est passé de la VR, c'est un monde complètement virtuel, à l'AR, dans lequel on superpose des couches d'informations sur ce que l'on voit. Alors, l'AR, ça existe presque depuis Magic Leap, sauf que Magic Leap n'a pas vraiment sorti de produit. HoloLens chez Microsoft le fait, surtout pour les applications pro. Donc ça, c'est le sens de l'histoire. L'AR, je suis convaincu, on y est. Ensuite, est-ce que c'est une nouvelle interface? Je pense que le Google en question, moi j'ai 2 Quest qu'on m'a offert dans les F8 quand j'allais au truc de Facebook. C'est trop gros pour l'instant. Tous les gens qui l'essayent vont te dire avec le strap derrière c'est 45 minutes, avec le strap sur la tête on tient 2 heures. C'est encore trop gros, c'est encore trop immersif. On n'y est vraiment pas encore. De la même manière qu'on n'y était pas avec l'iPhone 1, donc ça va prendre encore quelques années à qu'on arrive à avoir un form factor encore plus petit, encore plus efficace. Mais la loi d'Amara, Coco, tu nous en as parlé la semaine dernière. Mais oui, mais absolument. Et donc, quand ça commencera à ressembler à ce qu'on avait à l'époque, le Glass Hole, et je vais t'envoyer une photo de ma tête avec un Glass Hole, vous vous souvenez, le lens de Google, oui, absolument. Mais on n'y est pas encore. Autre sujet dont on a beaucoup parlé dans la Silicon Valley, encore une fois, c'est Elon Musk. La semaine dernière, on en parlait beaucoup parce qu'il avait lancé télépathie avec Neuralink, mais on a aussi beaucoup parlé de lui parce que sa compensation, son package chez Tesla a été annulé après une décision de l'État du Delaware. Il avait un package qui lui avait été accordé par Tesla et un juge a décidé que ce package était irrégulier et que en fait le board avait outrepassé ses droits en accordant ce package à Tesla. Ce package, il avait été voté en 2018. Il avait été voté par le board et 73% des actionnaires avaient accordé à Elon Musk un package de 2,6 milliards de dollars et ce package était contingent à l'atteinte d'objectifs économiques très très ambitieux. À l'époque, je me rappelle, je sais pas quelle était la valorisation de la boîte à l'époque en 2018, Rodrigo, 50 milliards. Et l'objectif qu'on lui avait donné, c'était d'atteindre de doubler, de passer à 100 milliards. Dans un premier temps. En fait, s'il faisait 2x, il n'avait rien. S'il faisait plus de 2 fois la valorisation, il commençait à toucher. Ouais, c'est ça. L'attribution était décomposée en 12 tranches. Donc, la première, elle consistait effectivement, comme dit Rodrigo, donne Rodrigo à atteindre 100 milliards de market cap pour déclencher la première tranche. Donc, s'il n'arrivait pas à ça, il avait effectivement rien. Et on rappelle aussi qu'il ne touchait pas de salaire, hein, il ne touchait pas de bonus ou de commission sur les ventes, rien.
bien. Donc il fallait d'abord qu'il amène la boîte à 100 milliards de dollars. Et puis ensuite, il y avait 11 tranches suivantes et qui lui permettaient d'augmenter cette valorisation de 50 milliards pour chaque tranche pour atteindre 650 milliards. Et guess what? Je vous montre le graphique. Eh ben, le coco, il l'a fait. Il a même atteint, à une certaine époque, entre 2021 et 2022, comme vous voyez sur le graphique, Tesla était valorisé plus de 1 milliard, plus de 1,2 milliard même, de dollars, ce qui était assez spectaculaire. Depuis, le cours de la bourse a chuté et aujourd'hui, la valorisation est aux alentours de 0,7 milliard, mais ce qui est déjà énorme. Oui, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un avocat qui était aussi un investisseur dans Tesla, Richard Tornetta, qui a déclaré que les investisseurs n'avaient pas été informés que c'était Musk lui-même qui avait élaboré ce plan et que les membres du conseil d'administration qui lui avaient accordé ce plan étaient en fait des potes de Musk. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de tenter d'expliquer devant le juge du Delaware et la juge du Delaware qui s'appelle Kathleen McCormick. Et elle a reçu cet argument et elle a décidé qu'effectivement cet argument était recevable. Et elle a annulé le package de Musk. Donc 55 milliards qui lui passent sous le nez. La décision avait été rendue en février 2023, mais on attendait le verdict et il vient de tomber il y a une semaine. Réaction? Alors c'est fascinant cette histoire parce que le mec en question, il avait 9 actions. Ouais, le mec qui le fameux Cornetta, là. Ouais, l'avocat. Ouais, il a 9 actions. Ça valait 2500 $, quoi. Personne ne l'a obligé à garder ses actions. Il n'a pas été lésé, il a fait 10 fois sur ses actions. Il aurait pu les vendre à n'importe quel moment. Et en fait, t'as les deux camps. Quand tu regardes les commentateurs, t'as les deux camps. Ceux, ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire la droite chez nous, et puis ceux à droite, qu'on appelle juste la droite chez eux, qui s'affrontent. Ceux de gauche disent 55 milliards, c'est outrancier, c'est incroyable, et il est attaqué sur 2 points. Sur le montant, et sur le fait qu'effectivement, tous les mecs au board sont des potes de Musk, qui a pas de actionnaire indépendant. Ceux de droite se disent, bon, ce mec, il aurait pu vendre ses actions et aller acheter quoi que ce soit d'autre. Bon, ça se trouve que Tesla est la seule boîte qui a explosé comme ça et que même Apple a pas fait ça. N'est-ce pas? Ils disent qu'il y a 3 critères pour invalider ce jugement et qu'en fait, la juge, elle n'a pas trouvé quoi que ce soit sur ni le premier, ni le deuxième, sur le troisième. Mode de vote, information, etc. Que Musk voulait pas être CEO en 2018 qu'on lui a donné. Il a essayé de trouver des CEO, il les a jamais trouvés. Il y a eu tout un processus de recrutement et il ne l'a jamais trouvé. Il était super misérable. Ouais. Il était misérable à l'époque, il pleurait dans les podcasts en disant « Je dors sur le floor, ma vie est incroyable, je ne fais que bosser, j'ai pas envie. » Tout le monde disait « Il n'y arrivera jamais. » Le mec de New York Times, Andrew Sorkin, t'as un clip dessus qui disait « Mais c'est n'importe quoi ces objectifs, il les atteindra jamais. » C'était impossible. Et pourtant, il l'a fait. Donc, à l'arrivée, est-ce que quelqu'un a été lésé ici dans tous les actionnaires? Probablement pas. Il n'a pas encore fait appel. Ensuite, tu as les commentateurs qui comparent la valeur, par exemple, de ce qu'a créé Elon Musk en 10 ans avec la valeur qu'a créé la patronne de GM en 10 ans. Le cours est resté de 80 et aujourd'hui vaut 80. Elle a encaissé, elle, 200 millions pour rien. Est-ce qu'elle a lésé quelqu'un? Probablement. Le cas de Musk ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là, Rodrigo? C'est une décision politique, en fait, cette histoire? Absolument. Donc, c'est ce que disent les commentateurs. C'est la même juge qui s'est attaquée à Musk quand elle a essayé de racheter Twitter. Et qu'on ressent le clip où Joe Biden a dit « Faut vraiment s'occuper de ce gars-là ». Et on a commencé à regarder toutes les différentes boîtes d'Elon Musk pour lui faire la peau. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Je sais pas. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire, un petit peu comme les mecs de droite, ce qui est pas forcément mon camp, mais le mec a fait un truc incroyable. Et pour que ce soit un mec qui a 9 actions qui l'attaque, franchement, c'est du n'importe quoi. On utilise le taxpayers' money pour pas grand-chose. Absolument. Le mandat de Biden, une des choses que Biden a dit quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il voulait restaurer l'indépendance de la justice. C'était un de ses grands critères. Sauf que, effectivement, on voit des juges qui sont très violents et très incisifs, mais qui portent la politique de Biden, quoi. Ça, c'est absolument évident. Il y a un mur des cons aussi aux États-Unis, hein, certainement. Et je pense que Elon Musk a sa photo bien accrochée
sur ce mur-là, il est évident dans cette émission, et moi personnellement, je suis plutôt un fan de Elon Musk, je m'en cache pas, mais il est évident qu'il y a une cabale qui est organisée contre Elon Musk. En ce moment, je vous montre juste là la liste depuis que Biden est arrivé au pouvoir. Il est clair que Biden veut faire la peau de Elon Musk. Regardez la liste des trucs qui lui sont tombés sur la gueule depuis que Biden est au pouvoir. On se rappelle que Musk... On rappellera juste que Biden était sénateur du Delaware, l'État dans lequel on a jugé cette chose, de 73 à 2009. Exactement. Aucun lien, indépendance totale de la justice. Donc voilà la liste. Il a la SEC qui lui est tombée sur la gueule avec ses déclarations sur Twitter, sur le cours de bourse de Tesla. C'est quand même un mec qui est capable de dire sur Twitter qu'il considère que le cours de Tesla est beaucoup trop haut, alors qu'il en est le CEO. Et bien évidemment, ça a des impacts sur le cours de Tesla. Bref, il y a tout un tas de trucs. Il est poursuivi pour son rachat de Twitter. Il est poursuivi aussi pour SpaceX, on lui reproche de ne pas recruter les bonnes personnes. Il y a le DOJ de Biden qui s'en prend aussi à lui sur Tesla, et on a vu qu'on avait remis en cause le self-driving de Tesla en disant que il y avait des problèmes de sécurité. On s'en rappelle, on avait parlé au moment de Cruise. Bon, bref, la liste. Et moi, le pauvre Musk, sincèrement, il est acculé et il se retrouve avec une liste absolument colossale de trucs qui lui sont... Et on se rappelle que Musk n'a jamais soutenu Trump, mais il a une vision quand même très libertarienne, Rodrigo. On sent que le mec est quand même... Il a des positions très clivantes sur l'immigration, où il explique que l'immigration aux États-Unis est un véritable problème, alors qu'on sait que justement Biden, lui, a une position très différente là-dessus. Donc en gros... Il dérange aujourd'hui, Musk, dans le paysage politique ? Alors, deux réponses. La première, je vous renvoie à un article, si vous le trouvez en ligne, un portrait de Musk de 2011 dans Wired Magazine, qui racontait en fait comment il a fait son premier argent, il a revendu, il a réinvesti, il a fait PayPal, il a fait 170 millions, 170 millions, et c'est cet argent-là qu'il a intégralement mis dans Tesla. Il a joué jusqu'au dernier bet. Ce gars est un joueur. Une prise de risque extraordinaire. SpaceX aussi, hein. Pour Il a fait la même chose avec la SpaceX. planète. Et pour devenir l'homme le plus riche de la planète, alors plus ou moins avec Arnaud, mais déjà le personnage est extraordinaire. La deuxième chose, c'est nos copains de All In Podcast qui disent, ils parlaient d'Apple et d'autres choses, se disent que aux États-Unis, l'économie est telle qu'il y a des périodes dans lesquelles on a des surperformances, on fait de l'alpha, il y a des boîtes qui prennent beaucoup de valeur du marché, et que le marché vient à ce moment-là pour les attaquer, pour en reprendre une partie. Donc l'économie américaine est cyclique. Hein, c'est Chamath qui en parlait. Et ils aiment créer des héros comme ça, et défaire les héros, les mêmes héros qu'ils ont créés. Il y a des cycles comme ça, effectivement. Ouais. Et donc il y a des milliards de dollars en frais d'avocat à prendre, juste pour attaquer en faisant des procès. Et à l'arrivée, on va faire des deals dans la backroom en se disant, voilà, on va trouver un compromis et on va se filer quelques centaines de millions ou quelques milliards derrière. Faut pas oublier un truc, hein, c'est qu'aujourd'hui, sans Elon Musk, t'as pas de Starlink en Israël, t'as pas de Starlink en Ukraine. Sans Elon Musk, t'as pas de SpaceX, t'as pas d'ISS, tu n'as pas d'Artemis, hein, pour info. Donc tu es quand même très très mal pour aller retourner sur la Lune. Alors Mars, n'en parlons même pas. Peut-être que Biden sera ravi d'avoir une petite puce Neuralink quand il sera vraiment plus capable de souvenir le nom de ses enfants et ses petits-enfants. Je pense qu'il va en avoir besoin très rapidement. Voilà, non mais tu vois... Hunter Biden. Voilà, et donc à un moment donné, je trouve que tu vois, c'est assez violent, et du coup je me dis, tu vois, pour un mec qui en plus peut-être comptait sur cet argent pour rembourser ce que Twitter lui a coûté, et se dire remettre un peu de l'argent au pot, il doit être un petit peu mal là quand même de se dire que toi, c'est pas une petite somme. Toi, je pense qu'il avait mis dans son prévisionnel, le connaissant, en se disant ça va mettre un peu de choses plus faciles. Deuxièmement. Franchement, là, si t'es Elon, il a beau avoir une mission et tout ça, il a plein d'enfants. Est-ce que franchement, là, t'as envie de te dire, je vais monter Starlink ou je vais aller aider Biden à aller sur la Lune? Franchement, je trouve ça pas très réfléchi, point de vue stratégique. Et enfin, je vais terminer là-dessus. Bon, le truc qui pourrait jamais arriver en Europe, c'est que t'as pas de package comme ça et on sait pas faire de tel valo. Donc ça, pour le coup, mais aux États-Unis, ça veut donc dire que maintenant, tous les mecs qui vont faire ce genre de proposition à leur board, ils vont faire ceinture bretelle sur la proposition et la survalider. Et donc du coup ça veut dire que ça va potentiellement tuer des gens qui veulent être complètement risk-takers aux US. Bah, c'est ça.
Un exemple de l'hypocrisie de cette administration face à Elon Musk, c'est que le gouvernement vient d'annoncer que Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de Musk, était pas éligible aux 885 millions de dollars de subventions qui sont destinés à étendre un peu la couverture de la large band sur les zones rurales, parce que aux États-Unis, le territoire français il est à peu près couvert, mais aux États-Unis il y a plein de zones qui sont pas couvertes, notamment des zones rurales. Il y a 643 000 personnes aux États-Unis qui n'ont pas accès à Internet dans plus de 35 États. La Commission fédérale des communications, la FCC, a expliqué que Starlink n'a pas réussi à démontrer qu'il pouvait fournir le service promis. Alors que les mecs, comme tu dis, ils fournissent de l'internet au Burkina Faso, en Ukraine, avec des mecs qui se prennent des bombes sur la gueule, et en Israël, à Gaza. Bretagne. Mais par contre... Moi, j'ai un Starlink. Ouais. Moi, j'ai un Starlink en Bretagne parce que Orange ne passe pas. Free, je suis dans une zone blanche, et SFR. À la fin, aujourd'hui, si je peux travailler quand je suis chez mon père en Bretagne, c'est grâce à Starlink. T'as pas besoin d'aller en Burkina Faso, hein. Déjà en Bretagne, hein. Sur la côte d'Émeraude, hein. Bon, alors la décision et c'est un coup dur hein, pour moi. Je sais pas s'il s'en fout ou si c'est important pour lui, mais il peut faire appel. Il n'a pas encore fait appel, et il faut trouver une nouvelle rémunération. La Compensation Committee doit lui proposer autre chose. Ouais. S'il fait pas appel, c'est pas fini. Non, hein. c'est pas fini. Avant de continuer cette émission, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ou à regarder Silicon Carnet, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné à YouTube, courez-y. Laissez aussi un avis sur les plateformes de podcast. Venez liker ou commenter les vidéos. C'est super important. Ça nous aide avec l'algorithme et ça nous permet de monter dans les rankings et faire en sorte que cette émission soit encore plus regardez. D'ailleurs, dites à vos amis de venir. Ils sont les bienvenus. Je suis certain qu'ils vont apprécier la formule no bullshit et la sauce picante de Silicon Carnet. Maintenant, un entretien avec Michel Lévy-Provençal au sujet de l'IA Act, cette loi sur l'intelligence artificielle votée à Bruxelles. Et vous allez voir qu'on n'est pas super fan. Évidemment qu'il faut à un moment donné prendre en compte les risques de l'IA. Évidemment qu'il faut prendre en compte des usages éthiques. Évidemment qu'il faut faire attention à nos données personnelles. Évidemment. Mais mettre aujourd'hui autant d'énergie, autant de temps d'ailleurs, hein, parce que je te rappelle que c'est un texte qui a commencé à être élaboré en 2021. Donc on est en 2024. Ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus, les mecs, un peu plus de 2 ans. 2 ans même qu'ils bossent dessus. Si on avait mis le même temps, la même énergie, à essayer de trouver les moyens d'aider des startups européennes à créer des conglomérats, à se financer, à faire en sorte qu'on ait des vrais champions européens, eh bien je pense qu'on aurait été bien inspiré après de s'attarder à définir un AI Act qui définisse des usages éthiques. Mais là, on met clairement la charrue avant les bœufs. Et je m'interroge sur la raison pour laquelle on a fait ça d'abord. C'est vraiment dommage. J'ai quelques idées, mais je sais pas ce que tu en penses. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, ça fait écho à ce que même Macron dit. On l'a entendu Macron dire toute cette histoire de régulation, ça serait bien qu'on régule des trucs qu'on connaît, quoi, parce que on connaît pas grand chose finalement de cette intelligence artificielle. On fait pas grand chose nous-mêmes, mais par contre on est très très fort à réguler. J'étais surpris d'ailleurs de cette position de Macron, mais il a raison, il a absolument raison. Il a absolument raison. On part du principe qu'en fait on va réguler l'IA sur la base de technologies et d'applications qui sont en réalité pas européennes. Donc qui seront difficilement régulables à l'échelle globale, puisque c'est quand même une législation européenne. Donc, dans le pire des cas, ce qui risque de se passer, c'est l'interdiction pure et simple de certaines applications d'IA américaines, en l'occurrence. Comme ChatGPT, quoi. Comme ChatGPT. Ou Gemini qui arrive en ce moment. Voilà. Je pense que le pari de Thierry Breton, c'est de se dire, on a réussi à faire plier Apple sur l'USB-C, on va réussir à faire plier Microsoft, on va réussir à faire plier OpenAI. Sauf que, honnêtement, il ne s'agit pas d'un simple connecteur, il s'agit de la nouvelle révolution technologique. Potentiellement, on prend le risque de priver l'Europe de l'intelligence artificielle. On imagine que si on avait fait la même chose en 93 ou 94 avec Internet, le retard qu'on aurait pris aurait été colossal. Et oui, en 93-94, les technologies Internet, elles venaient aussi des États-Unis. Et oui, c'était une révolution.
qui était peut-être qui aurait mérité aussi une régulation. C'est exactement ça. Tu sais, il suffit de se mettre. Il s'avère que on développe dans ma boîte un certain nombre d'IA pour nos propres besoins, mais aussi pour essayer d'accompagner nos clients. Et à un moment donné, on a une plateforme qui nous permet de développer nos propres chatbots, nos propres experts virtuels. Et on s'est posé la question, maintenant que l'AI Act va entrer en vigueur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être conforme à l'AI Act? Et Donc, là, il faut savoir c'est là que j'ai découvert ton post sur LinkedIn. Il y a 800 pages. Tu as fait une sorte de liste de tout ce que tu devais faire. Et c'est juste suicidaire, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible. Alors, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la première chose, c'est que, évidemment, les entrepreneurs vont pas lire les 800 pages de l'AI Act. De toutes les manières, c'est pas leur métier. Donc, ils vont faire appel à des avocats. Et donc c'est un coût supplémentaire et c'est une barrière à l'entrée supplémentaire pour pouvoir innover. Tu connais pas. Et on rappelle que ces startups de l'IA ont levé moins d'argent que les Américains, c'est-à-dire qu'on augmente le coût pour fabriquer de l'IA en Europe et on capitalise moins les startups en l'occurrence. Donc c'est vraiment c'est pas la bonne recette. En Europe, on a 10 voire 100 fois moins de fonds que des startups américaines. Premièrement, on a beaucoup plus de contraintes en termes de régulation, comme on vient le voir avec l'AI Act. Donc à chaque fois qu'on devra créer une boîte, il faudra faire appel à une conformité, à un avocat pour pouvoir vérifier et à se demander aussi si à chaque évolution, à chaque pivot, à chaque nouvelle fonctionnalité, on va pas s'interroger aussi. Il faut savoir que dans l'AI Act, par exemple, il y a un certain nombre de contraintes qui t'obligent à avoir une certaine transparence sur les données que tu utilises pour pouvoir entraîner tes modèles. Or ça expose par exemple de l'IP. Potentiellement, qu'est-ce qui va arriver quand tu essaies de développer une application très verticale, par exemple, qui utilise des LLM, mais qui va s'appuyer sur des données qui font partie de ton IP pour pouvoir avoir de la valeur ajoutée et donc une barrière à l'entrée pour ton application. Et si tu dois absolument être transparent sur tes données, tu perds ta barrière à l'entrée. On a développé une IA qui nous permet, qui a interrogé, qui a même été fine-tuné sur les 800 pages de l'AI Act pour répondre en fait aux questions les plus courantes d'un entrepreneur de l'IA. Donc là, par exemple, j'ai posé une question au chatbot en lui disant, voilà, je suis une startup de l'IA, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à l'AI Act? Boum, 7 points. Donc il faut comprendre la réglementation, c'est-à-dire comprendre les définitions, les interdictions, les restrictions, les obligations en matière de transparence. Je viens de citer les données. Bon, ok. Deuxièmement, il faut que tu t'assures que tu n'es pas une start-up qui a trop de risques en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de droits fondamentaux des personnes. Parce que en fait, il y a des secteurs qui sont protégés comme la santé. Bien évidemment la sécurité, je suis pas défense, du tout un expert en droit, mais en revanche je suis entrepreneur, je lis ça, je comprends qu'il y a ce que l'AI Act appelle des IA à haut risque. Ouais. Des applications à haut risque. Et donc, dans ces applications à haut risque, il faut respecter un certain nombre de principes éthiques, il faut réaliser une évaluation de la conformité aux différentes règles qui ont été édictées dans l'AI Act. Et les secteurs, par exemple, de la santé, le secteur de la santé est particulièrement exposé. Or, mais c'est pas que ça, Michel. C'est aussi le fait, quand ils disent à haut risque, c'est par exemple, si ton IA que tu es en train de fabriquer potentiellement détruit de l'emploi, c'est un problème. C'est un problème c'est un risque potentiel qui est marqué dans la loi, dans cette IA Act. Et là, potentiellement, on pourrait te dire, non, mais attendez, vous détruisez de l'emploi. C'est comme si on avait interdit le tracteur au moment de l'industrialisation de la révolution agricole, quoi. En fait, c'est à peu près la même chose. Non, mais alors, il y a des lois sur la discrimination, sur le copyright, sur tout un tas de trucs comme ça. C'est ça les risques, hein, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que c'est une photographie instantanée d'un monde en 2023 ou en 2024. Or, cette technologie avance si vite que peut-être que dans 2 ans, certains usages qui n'ont pas du tout été pensés dans la loi vont passer au travers du tamis de cette loi, enfin de cet acte. Donc en réalité, il est presque nul et non avenu à partir du moment même où il a été voté. Cet AI Act. Plutôt que de faire ça,
il aurait été beaucoup plus Qu'est-ce qu'il aurait fait? intéressant. Ouais, c'est ça ma question. Je dis, qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu faire? Toi, t'es un accélérationniste, donc bien évidemment, toi, t'as envie de laisser la technologie courir Pas et la nécessairement. réguler plus Pas- tard. Voilà. Déjà, je suis pas un libertarien, un fou furieux qui considère que il faut laisser filer cette technologie qui reste quand même une technologie qui peut être dangereuse. Soyons clairs, Oui. hein, pour la démocratie, elle peut être dangereuse en matière cyber, elle peut être dangereuse en matière de santé. Je te rappelle aujourd'hui qu'on est capable de générer, par exemple, des molécules grâce à des IA qui inventent par effet combinatoire toutes sortes de molécules, des médicaments, mais ça peut être aussi des poisons. Donc, Ouais. il y a des vrais dangers. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il faut de la régulation. Mais, vu notre retard en Europe, vu le peu de fonds que nous avons, vu le peu de coopération qu'il y a aussi entre États européens sur ces sujets-là, il aurait été plus intéressant dans un tout premier temps de créer les conditions d'une coopération, d'un financement, bref, de la construction d'un écosystème de l'IA européen fort, capable de vraiment être en compétition avec d'une part les Américains et d'autre part les Chinois. Ça aurait été le premier acte, j'aurais dit, d'une gouvernance intelligente pour faire de l'Europe une puissance de l'IA. Et puis C'est marrant parce que j'ai quitté l'Europe il y a 15 ans et j'ai l'impression il y a 15 ans, on demandait exactement la même chose sur d'autres sujets, notamment sur Internet, sur le SaaS, sur le cloud, sur tout un tas de trucs comme ça. Il y a 15 ans, on se posait encore la même question et 15 ans plus tard, visiblement, on n'est toujours pas capable de le faire. Cette grande coalition européenne dont tu parles, qui est effectivement la seule façon de résister à la concurrence américaine ou chinoise. Et un entrepreneur français aujourd'hui, il regarde vers l'ouest pour avoir des fonds, il regarde pas vers l'est. Il cherche pas des partenaires européens, il cherche des partenaires américains. La pépite française de l'IA, Mistral, est en très grande partie financée par des Américains. Absolument. C'est ça la réalité. Donc Ouais. c'est vraiment un énorme gâchis. Moi je suis assez déçu de cet AI Act. J'espère que parce que Macron a quand même dit il va falloir qu'on évalue les conséquences de cet AI Act et peut-être qu'on Quelques pourra le exceptions remettre ont en été question. faites, hein, notamment l'open source a été sorti de l'AI Act. Il y a une sorte d'exemption pour les solutions open source, visiblement. Bah, c'est pas si clair que ça. Je C'est ne pas sais si pas clair. si clair que Ouais. ça parce que dans quelle mesure Mistral qui par exemple a vocation à développer des modèles à très large échelle qui vont être en compétition par exemple avec OpenAI qui ont besoin énormément aussi de puissance de calcul. Tu sais Ouais. qu'il y a un critère qui est dans l'AI Act qui fait que si tu dépasses une certaine puissance de calcul, tu rentres dans les applications critiques. Et donc Mistral rentrera dedans, même si... Mais ça, c'est du Montebourg, hein. Tu te rappelles, innover, mais pas trop... comment il avait dit? C'était quoi sa formule? C'était, il faut innover, mais en fait, pas trop fort, quoi, en fait, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il voulait la création, mais pas la destruction. Dans Ouais, c'est ça. l'aspect schumpeterien de la destruction créatrice, ok Non, pour ça, la non. création, mais sans destruction. Non. Mais Sans ça ne destru- marche sans pas. Ça Non, ne ça marche marche pas. Il faut Ouais. accepter une part de destruction pour permettre de construire. Donc, non, on est au début de cette histoire. On n'est pas vraiment à la fin de cette histoire. On va voir comment dans les mois qui viennent, je pense que les autorités européennes et françaises en particulier, tu sais, les Allemands sont aussi en pointe hein, sur l'IA open source, Aleph Alpha. Ils ont été plus malins que nous, Français, parce qu'ils ont réussi à avoir un consortium de grosses boîtes, notamment BASF, je crois qu'SAP fait partie aussi du consortium, pour créer un modèle allemand et en l'occurrence européen open source. Nous, pour l'instant, on s'est tourné plutôt vers les États-Unis pour financer Mistral, mais il aurait été vachement plus malin, tu vois, que de faire ça avec les Allemands. Mais oui, évidemment. Ouais. Surtout avec SAP qui a un vrai besoin d'exister sur ce sujet-là, concurrentiel, quoi, face à des Salesforce qui avancent très très vite dans ces domaines, etc. Qui est un prochain champion de l'IA, hein, Salesforce. Ouais. Ça c'est évident, c'est évident. Et question, Michel, parce qu'il y a des gens qui sont pro IA Act, j'en ai trouvé quelques-uns, qui me disent mais en fait regarde GDPR. Et en fait, cette loi européenne, elle s'est imposée comme une sorte de norme mondiale. Donc en gros, on avait besoin d'aller vite et de mettre en place un acte rapidement qui va emmerder les Américains qui vont être obligés de s'y conformer parce qu'on a 450 millions de consommateurs sur le marché américain et que tu dis les startups américaines
risquent de ne plus proposer leurs services, je suis pas certain. Je pense que c'est compliqué et qu'elles risquent surtout de payer les amendes et in fine de se conformer à la loi européenne qui risque de devenir la norme globale. Tu dis ça comment, toi ? Moi, je suis très critique sur la RGPD également. Je trouve que c'est beaucoup d'affichage. Ça sert à rien. Ça sert en réalité. Tout le monde qui accepte en permanence, ça nous fait juste perdre des clics et du temps. Quoi, en fait, oui, alors c'est un peu la critique caricaturale de dire la RGPD, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté quelques pop-up tous les jours qu'on apprend à cliquer plus rapidement. Mais en réalité, les Américains ont eu beaucoup plus d'avance que nous sur le traitement des datas parce qu'ils avaient accès à plus de data que nous. Ils se conforment plus ou moins à la RGPD sur leurs produits en Europe. Mais au final, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scandale la semaine dernière d'une fuite de données massive de données de santé des Français. Il y a près de la moitié des données de santé des Français qui ont fuité à cause d'une cyberattaque. Nos données personnelles ne sont pas plus protégées parce que la RGPD est là. À un moment donné, il faut regarder aussi la réalité en face. Alors, bien sûr que ça a limité des abus, bien sûr que ça a donné des bonnes pratiques. Tu vois, par exemple, on utilise tous du mailing, on utilise tous les données en tant que start-up de nos clients pour faire du marketing et donc on a acquis des pratiques un peu plus éthiques. Mais pour autant, ça aurait pu être réglé non pas par une loi, mais par des principes, des guidelines de bonnes pratiques qui peuvent d'ailleurs être reconnu par des labels. Moi, je crois beaucoup plus en des labels positifs, tu sais, ces normes positives qui font que, par exemple, notre boîte, elle est Bicorp, tu vois. On n'a pas attendu qu'il y ait une loi qui nous impose un certain nombre de critères pour aller chercher nous-mêmes un label. Hier, j'étais avec une start-up qui est à Y Combinator, une start-up française, enfin, dont les fondateurs sont français, tu vas voir, c'est assez intéressant, et qui fait de l'IA. Super intéressant le projet. Ils sont là à Y Combinator et donc ils ont vu l'IA Act tomber. Et je leur ai dit, quand est-ce que vous arrivez, quand est-ce que vous vous installez aux US, quoi, quand est-ce que vous déplacez le siège social aux États-Unis. Et ils m'ont répondu, c'est clair, on y pense, mais entre-temps, c'est déjà barré à Londres. Ouais. Non mais tu sais, il va y avoir un autre effet. Voilà, donc tu vois, c'est pas compliqué non plus, parce que pour les startups européennes, de déjà faire un pas vers l'ouest, parce qu'il y a Londres et l'Angleterre à côté, où il n'y a pas ces problématiques-là, et que c'est à 1 heure et quelques de Paris. Ouais. Donc, on vient de rendre un énorme service à l'Angleterre sur ce sujet-là, qui effectivement était déjà un petit peu en retard sur le sujet de l'IA face à l'Allemagne et la France, et qui risque de rattraper son retard en récupérant pas mal de talents. Je pense. Tu sais qu'il y a, pour finir, hein, il y a un dernier point qui est problématique, c'est que l'aversion au risque des investisseurs, elle est forte. C'est leur métier, hein, c'est de mesurer le risque. Hein, donc, c'est un risque supplémentaire. Le risque, donc, à choisir entre une start-up européenne ou une start-up extra-européenne, à équivalence de dossier, il n'y a pas photo. Hein. Donc non, c'est un vrai sujet. Alors j'ai conscience que c'est un discours très libéral, hein, mais en même temps, je ne pense pas qu'une révolution comme celle-là, qui n'est pas qu'une révolution technologique, qui est même pas qu'une révolution économique, qui est une révolution presque anthropologique, celle de l'IA, on puisse la régler par une simple loi.